C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, bonjour, et merci d'être restés fidèles à Radiovirus et d'avoir survécu pour ce faire. Tout de suite, nous commençons cette émission en parlant d'une personne qui ne nous manque pas vraiment, mais dont on peut se demander ce qu'elle devient. Rassurez-vous, braves gens, nos ministres sont au travail et œuvrent pour notre bien. Parce que ce n'est pas parce que le monde s'est arrêté de tourner que l'intrusion et la manipulation idéologique s'arrêtent. Au contraire, tout le monde est bien chez soi, bien à l'aise pour manger la merde qu'on leur jette entre les dents. Chaque bon idéologue, publicitaire ou gourou de secte sait que pour changer les mentalités d'une population ou pour déclencher une adhésion de marque, le meilleur moyen est de viser les enfants. Leurs petits cerveaux malléables sont beaucoup plus propices à prendre ce qu'on leur raconte pour argent comptant et adhérer sans réserve à un projet. C'est ainsi que nous voyons des gamins hurler pour des Kinder dans les supermarchés, Greta Thunberg mieux réciter son catéchisme que ses parents, et des enfants soldats plus fanatisés que les adultes. Notre chère Marlène, donc, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, et pour la lutte contre les discriminations, s'est mis au travail et a eu une idée brillante. Pourquoi ne pas écrire un guide des parents confinés ? Marlène nous offre gracieusement 50 astuces de pro pour survivre au confinement. Là, si vous êtes parent et que vous passez vos journées à tarter toute votre marmaille qui font les cons, vous vous dites que vous n'êtes pas contre les conseils de professionnels. Sauf que vous vous attardez sur la liste des consultants. Vous vous attendiez à des pédiatres, des universitaires ou des pédopsychiatres ? Grave erreur. Les auteurs sont, oh la belle surprise, aussi pros que vous et moi. Nous avons Marlène, bien sûr, mais aussi Jessica Zimmerman, auteure dans le Huffington Post de l'article « Peut-on solder ses enfants ?», Garance Hiverneau, consultante en carrière féminine, Goretti Ferreira, dirigeante de l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin, Marie Donzel, experte en inclusion, Carla Schiappa, sœur de la ministre, la chanteuse Claire Kame, ou le directeur de SOS Homophobie, Jérémy Falledam. Vous le sentez, le copinage grassement rémunéré ? Le contenu est à l'avenant, avec des pages bien niaises sur l'épanouissement du couple, ou l'invitation à coller les gosses devant la télé sans culpabiliser. Mais il y a des pages beaucoup plus drôles, comme « Mon enfant fait son coming out » ou « Comment transmettre le féminisme ». Il y a des suggestions pas piquées des hannetons, comme la page sur la lutte contre les fake news du coronavirus. Pour lutter contre le Covid-19, apparemment, il faut consulter ces 3 sites. Le mémorial de la Shoah.fr, le musée d'art et d'histoire du judaïsme.fr ou le site de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Rappelons que la DILCRA a un budget de 100 millions d'euros par an. Pas de chance pour les hôpitaux. Pour conclure sur le sérieux de ce guide, je vous laisse avec une phrase de la page « Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ?» Il nous conseille, je cite, Cyril Hanouna, qui sera présent en direct de chez lui tous les jours sur C8 dans TPMP, pour un vrai moment de divertissement pour toute la famille. Bref, servez-vous de ce guide pour allumer votre barbecue. Marlène Schiappa, se revendiquant sorcière, devrait apprécier ce bel hommage à ses fonctions. Retrouvons les actualités du jour. L'actualité de ce mercredi 8 avril. Confinement. Emmanuel Macron était hier en visite à Pantin et a provoqué un attroupement. Les images officielles retiendront un hôtel pour touristes qui l'a applaudi. Les images officieuses, elles, montrent des questions insistantes restées sans réponse et des accusations sur le manque de moyens. C'est pratique d'avoir les médias à sa botte quand même. Vacances. Différents ministres encouragent les Français à ne pas planifier trop rapidement leurs vacances d'été et à ne pas réserver de vols vers l'étranger. Si seulement c'était pour que les Français aillent consommer chez les petits producteurs du pays. Mais non, c'est juste qu'ils ne savent toujours pas quand le confinement va se terminer et dans quel état les compagnies aériennes vont se retrouver. Ou alors c'est parce qu'ils vont nous piquer nos congés au nom de la croissance. Il n'y a toujours pas d'argent magique pour nos hôpitaux, mais des milliards sont en négociation pour Air France. Aviation justement. Ce brave Djebari, en charge des transports, travaille à une révision en urgence, en lien avec l'Allemagne, du règlement européen en la matière. On en apprend des choses avec ce brave Covid. Les frontières, ça peut se fermer, l'économie, ça peut souffrir, la relocalisation des entreprises, finalement, c'est pas idiot, même les règlements européens et le sacro-saint déficit sont négociables. Discrimination. Aux États-Unis, des scientifiques demandent des statistiques ethniques sur le coronavirus. En cause, la mortalité nettement supérieure des Afro-Américains. Certains avancent qu'ils développent naturellement plus de pathologies aggravantes. D'autres mettent en lumière qu'ils sont toujours les esclaves du capitalisme, comme chez nous. Alors forcément, quand t'es aide-soignant, chauffeur de bus ou agent d'entretien, tu bosses, t'es pas protégé, tu crèves.
On peut aussi ne pas être totalement monocausal. Bébé. À Hong Kong, le confinement a du bon. La fermeture des zoos offre un peu d'intimité aux animaux. 2 pandas géants se sont accouplés pour la première fois en 10 ans. Ils ont beau être connus pour leur faible libido, dès que personne regarde, c'est la fête. Censure. WhatsApp ne permet plus de transférer massivement certains messages qu'il considère comme viraux, pour lutter contre les fake news bien sûr. La fameuse carte du déconfinement, qui circulait ces derniers jours, est un fake. Elle devrait moins circuler à présent. En Chine, la docteure Ai Fen, qui avait averti des risques du Covid-19, a disparu depuis 2 semaines. Elle n'a pas eu le bon goût de mourir du virus, l'État s'en mêle. Monarchie. Le roi de Thaïlande, qui était confiné avec son harem en Allemagne, n'en finit pas de faire parler de lui. Des journalistes assurent qu'une partie des demoiselles étaient droguées et patientaient sagement dans une pièce, attendant le bon plaisir de leur souverain. Mais 20 femmes, c'est trop peu. Le bon roi a pris son Boeing 737 pour faire des petites virées à travers le pays. A priori, il est reparti, peut-être pour recharger le harem au pays. PTT. La Poste avait caché 24 millions de masques. Les syndicats, qui se plaignent de ne pas avoir de protection pour continuer leur service, ont fait remonter l'information. La direction assure les avoir cachés pour ne pas se les faire prendre par l'État. On a connu meilleure excuse. Municipalité. Les villes font des concours de décrets. Alors que le ramadan approche, un maire du Nord a interdit les crachats dans la rue. Ça va être compliqué pour certains. Sauf si c'est annulé pour non-discrimination. On apprendrait alors que le crachat est un droit fondamental, ce qui est toujours intéressant à savoir. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Nous passons maintenant à notre premier point politique. Covid-19, comment le monde bascule. La crise du Covid a révélé les faiblesses de sociétés bâties sur l'illusion d'un monde où la guerre ne fera plus intramuros et où le confort et le divertissement devenaient peu à peu rois. Nous assistons à une prise de conscience et au glissement de la société occidentale et des pays développés dans la 4e révolution industrielle, ou ce qu'on appelle aussi le Japon, la société 5.0. Temps de la digitalisation complète de l'espace physique. Mise en place ou renforcement du Big Brother. Face au non-respect des consignes pour le confinement, des États n'ont trouvé d'autre solution que de renforcer le contrôle de leur population. En Chine, le contrôle de la population s'est resserré. En Europe, des drones permettent de surveiller les déplacements de population. Les téléphones peuvent être espionnés en Israël. Ces derniers se sont inspirés de ce qui se faisait déjà en Chine et en Corée du Sud. Le débat sur la restriction de ses propres libertés au nom de la sécurité est vieux comme le monde et avait déjà été réactualisé lors des attentats partout dans le monde. Néanmoins, on pourra s'interroger sur certaines méthodes utilisées lors de la crise. Sont-elles absolument nécessaires ? Ou certains profitent-ils de cette période de dictature au sens romain du terme pour faire accepter un nouveau mode de gouvernance ? Nous le savons depuis des années, à l'ère du numérique, les pirates informatiques représentent une menace réelle pour les États et tout acteur connecté. Depuis les ransomwares devenus célèbres comme NotPetya ou WannaCry, la peur du piratage augmente au fur et à mesure que les moyens se développent avec un accès toujours croissant à l'Internet pour le plus grand nombre. La crise du Covid montra que les pirates informatiques ne suspendaient pas pour autant leurs attaques, bien au contraire. En corrélation avec la société de l'entertainment grandissante, ces derniers multiplient les arnaques et les attaques. On put même assister à une paralysie d'un hôpital attaqué par des pirates informatiques en République tchèque. Si l'on s'interroge sur l'éthique des pirates en question, la conséquence fut bien réelle. D'ailleurs, d'autres groupes ont annoncé cesser les attaques sur les hôpitaux, mais pas sur les laboratoires pharmaceutiques. Les zones denses et dynamiques, villes, supermarchés, espaces publics, traditionnels, sont vues comme une menace en temps de crise en raison de la population qui les peuple. En temps de guerre, la ville est l'espace à conquérir, le plus critique et le plus meurtrier. La crise montra que les zones les plus touchées étaient sans contexte les villes les plus denses et les plus dynamiques, avec un fort afflux touristique. N'importe quelle crise sera catalysée par les flux de population et la congestion intramuros. À plusieurs endroits sur le territoire, nous assistons à une citoyenneté à 2 vitesses, celle qui écoute encore le gouvernement, et une autre qui fait fi des lois et des mesures pour jouir de ses libertés, alors devenues extrêmement dangereuses pour le citoyen et le concitoyen. Une nouvelle architecture des villes serait amenée à germer dans les années qui suivent la crise, pour décongestionner, mettre au pas tout citoyen qui est égal devant la loi et éviter tout rassemblement en période de crise. Le coronavirus, par l'arrêt brutal des activités humaines, force un retour de la nature ici ou là. Moins de pollution, retour de la faune et de la flore, le retour de la nature est une idée incrémentée dans de nombreux projets d'urbanisation en vantant des villes vertes éco-responsables. Le projet d'implanter des fermes en plein cœur de Paris est en ce sens révélateur.
En frappant l'homme, la crise fait prendre conscience de la nécessité de la nature et de l'environnement dans notre quotidien, cause déjà portée par les mouvements écologistes. Lorsque le chaos est hors des murs, les bienfaits de la mondialisation sont vantés. Le vivre ensemble, la communauté des États, les libertés, le tourisme sont les piliers du système mondial. Cette crise montre en revanche les limites et les réflexes nationaux de tous les États du monde, fermeture des frontières et gestion égoïste de la crise, amenant même à l'Italie à se tourner vers la Chine pour trouver de l'aide, sont les deux événements les plus notables. Une récession globale aggravée par cette interdépendance de tout un chacun et par une amputation de toute capacité de production, alors délocalisée pour en tirer un maximum de profit, est à l'œuvre et risque de perdurer. Le retour aux nationalisations marquerait-il le champ du signe de cette idéologie ultralibérale mortifère pour la notion de nation, alors seul rempart défendant ces citoyens qui appartiennent non pas au monde, mais bien au monde pour lequel ils sont ressortissants ? En tous les cas, la crise remet dans le réel les limites du système international actuel géré par les bourses et les lois du marché. Les banques, les assurances, tous les secteurs financiers sont violemment touchés par la crise et la récession qui la suit. On se préparait à une crise immobilière et la crise sanitaire fut encore plus dévastatrice. Les monnaies émergentes, appelées couramment crypto-monnaies, qui se voyaient comme une alternative à la monnaie fiduciaire, se sont écroulées également, limite d'une technologie émergente qui se pensait comme étant un parallèle au système actuel. Chaque nation possède une gestion qui lui est propre et qui comporte des avantages comme des inconvénients. Néanmoins, toutes sont tenues par une certaine forme de dictature monétaire qui ne montre qu'une résilience limitée et des aides concrètes, trop maigres en cas de crise majeure. Comme pour tout, l'être humain est capable du pire comme du meilleur. La crise révéla encore une fois ces deux aspects de la nature humaine. Les populations, assurées de l'approvisionnement des magasins, se sont ruées dans la violence et l'anarchie pour faire des provisions dont ils n'avaient même pas besoin. À la générosité, les populations se divisent. La crise démontre donc un certain retour à l'être de nature lorsqu'en temps favorable, l'être dit de culture prédomine. Les incivilités se multiplient tout autour de nous au quotidien, et cette forme de voyeurisme sur Internet pour voir des heurts entre individus est alimentée par un nombre de fakes croissant. Si l'on dresse un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et cette crise, en caricaturant et en plaçant le curseur sur la société, en l'occurrence française, nous pourrions constater une similitude dans le comportement humain. Une majorité attentiste, respectant les règles édictées, et deux autres minorités. L'une collaboratrice, dont ceux qui recherchent le profit et défient l'État, pirates informatiques, arnaqueurs, ceux qui ne respectent pas les règles avec une forme de fierté, ceux qui défient les forces de l'ordre, ceux qui se servent de la crise comme d'un moyen pour s'enrichir. L'autre résistante, c'est-à-dire ceux qui participent à l'élaboration d'idées pour sortir de la crise avec leurs moyens et leurs réflexions, leur matériel, leurs dons, ceux qui par des actions symboliques mais nécessaires encouragent ceux qui luttent contre la crise et sauvent des vies. Et revoilà la chronique ciné. Durant la guerre du Vietnam, le journaliste américain Sidney Schanberg assiste à la prise de la capitale du Cambodge, Phnom Penh, par les troupes communistes. Le journaliste va se voir séparé de son interprète, Pran. Commence alors une plongée dans l'horreur de la République khmer, et plus particulièrement dans les camps de travail. Le film n'est autre que La Déchirure, sorti en 1984 et réalisé par Roland Joffé, un grand cinéaste qui réalisera 2 ans plus tard le grand classique Mission. Pourquoi faut-il voir La Déchirure ? Le film marquera à tout jamais toute personne qui le voit. La Déchirure fait partie des rares films à avoir montré l'horreur des camps de travail cambodgiens. On a eu récemment le dessin animé français Funan et le dernier film réalisé par Angelina Jolie, D'abord, ils ont tué mon père. Mais force est de constater que La Déchirure a été le seul dans les années 80 à traiter ce sujet. Le film a été récompensé de 3 Oscars, dont le meilleur acteur dans un second rôle, pour l'acteur cambodgien Heng S. Nor. Un Oscar totalement mérité tant sa prestation est excellente et réaliste. Réaliste parce que l'acteur cambodgien avait réellement vécu l'enfer de la République khmer. Son rôle dans le film est très proche de ce qu'il a réellement fait puisqu'il était lui-même interprète pour des journalistes durant la guerre. D'une certaine manière, l'acteur a raconté une partie de sa vie à travers ce film. Et quel choc! La Déchirure nous montre d'une manière brutale cette guerre civile. Les milliers d'habitants de Phnom Penh déportés par les communistes, massacrés, mais surtout l'embrigadement des enfants à qui on apprenait à renier leurs parents. La musique est signée Mike Oldfield, compositeur connu notamment pour la bande originale du film L'Exorciste. Ici, Mike Oldfield signe une musique de film puissante et magistrale. La photographie est magnifique, et ce, malgré l'horreur montrée à l'écran. Mais ce qui rend ce film puissant, c'est le choix de ne pas faire dans le tir à l'arme avec de la musique trop présente à grands coups de violon, des ralentis et des gros plans sur les personnages. Le choix est plutôt de nous montrer d'une manière simple et brutale la violence de l'époque.
Par moments, on croirait presque voir un film d'horreur, tant certaines scènes sont choquantes ou surprenantes. Le film est divisé en deux parties. Une première où l'on suit les journalistes dans la ville de Phnom Penh qui tentent tant bien que mal de faire leur métier convenablement, et la deuxième partie se centre sur le vécu de l'interprète dans les camps et son ami journaliste américain qui fait tout pour le sauver depuis les États-Unis. Le film est poignant. Roland Joffé dépeint d'une manière très réaliste la guerre civile grâce à des décors plus vrais que nature et des personnages inspirés de faits réels. Comme rarement au cinéma, le film dénonce toutes les horreurs perpétrées par les Khmers rouges. Là où le cinéma américain s'est toujours centré sur les horreurs commises par son armée dans la guerre du Vietnam ou sur le vécu tragique de ses soldats, Roland Joffé a le courage de parler d'un massacre trop oublié dans le 7e art. La Déchirure est un grand film politique. Il bénéficie de l'une des plus belles fins de l'histoire du cinéma. Regardez ce film. Comme tous les jours, nous poursuivons en musique. Tagada Jones est un groupe de punk breton originaire de Rennes en Bretagne. Le style musical du groupe est entre autres teinté de heavy metal et d'électro. Il est actuellement composé de Nico au chant et guitare, Wanner à la basse, Steph à la guitare et Job à la batterie, et compte 1800 concerts et 24 pays traversés. Tagada Jones s'est formé en 1993 à Rennes, en Bretagne. Le groupe est à l'origine composé de Nico, chant et guitare, Pascal, guitare, PPL, basse et Benoît, batterie. En 1995, Tagada Jones publie son premier album éponyme, Tagada Jones, dans la veine punk rock. 2 ans plus tard, en 1997, il publie un deuxième EP intitulé « À grands coups de bombe ». En 1998, le groupe publie son premier album studio, intitulé « Plus de bruit », puis en 1999, un album très brutal influencé punk hardcore, intitulé « Virus ». Il est à ce jour le moins commercial et le plus indépendant. Aucun album de cette période n'apparaît sur les plateformes musicales. Le succès incroyable de Tagada Jones et de son association Rage Productions, c'est celui de l'indépendance et de l'alternatif, underground, 2 leviers essentiels auxquels le groupe est resté formellement accroché. Dans la mouvance de Bérurier Noir dont on est une graine, et pour nous, depuis le départ, c'est ça ou rien. Personne ne peut nous l'enlever, on vit d'ailleurs sans subvention, c'est le meilleur moyen de ne subir aucune pression, de ne pas faire de concessions, et de revendiquer librement sur scène sa conscience sociale et son engagement politique, quelque part entre la gauche et l'anarchie. Ce matin je ne sais pas pourquoi je me réveille encore une fois avec une putain de gueule de bois. Et comme si cela ne suffisait pas, il passe en boucle à la radio plein de connards et d'intellos. Manquerait plus qu'une interview de militaire en désir de carrière. Non, je ne fais pas partie de la France qui se lève et dont je n'ai aucune envie de passer ma vie au boulot. À croire que tout le monde se passe le mot. Le travail, c'est l'avenir des marmots. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut pour m'assurer une vie sans trop d'accro. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut et quoi qu'il en soit, j'aurai le dernier mot. Je voudrais juste qu'on me foute la paix. Enfin, faire ce qui me plaît. En retour à toutes vos belles réussites, je vous offre un 0 de conduite. Je rêve de soleil, de soirées et de fêtes, alors que vous voulez m'en mettre plein la tête. Cette vie n'est pas pour moi, société tu m'auras pas pour toutes ces conneries. Ce n'est pas la peine de compter sur moi. Je veux pas être flic, ni trader, ni banquier, encore moins avocat, ou pire, douanier. D'autres carrières ne me font pas rêver. J'ai pas vraiment envie de devenir un enculé. Je voudrais juste qu'on me foute la paix. Enfin, faire ce qui me plaît. En retour à toutes vos belles réussites, je vous offre un 0 de conduite. Je rêve de soleil, de soirées et de fêtes, alors que vous voulez m'en mettre plein la tête. Cette vie n'est pas pour moi, société tu m'auras pas pour toutes ces conneries. Ce n'est pas la peine de compter sur moi. Ce n'est pas la peine de compter sur moi. Ce n'est pas la peine de compter sur moi. Ce n'est pas la peine de compter sur moi. Ce n'est pas la peine de
Passons maintenant à notre deuxième point politique. Les évolutions du monde nous incitent à trouver de nouvelles icônes, de nouveaux modèles pour mieux l'appréhender et pour mieux se battre. Voici le nôtre. Nous l'avons déjà dit et écrit ici et ailleurs, le monde a profondément changé. La crise que nous vivons aujourd'hui n'a pu se développer aussi vite et aussi fort que dans un univers qui va trop vite et qui n'a plus de frontières. Ainsi, les vieux modèles de bataille n'ont plus de sens. C'en est fini de la guerre de tranchées et des troupes de ligne, même de la blitzkrieg et des chars lourds. Aujourd'hui, la guerre est à la mobilité, au coup de main, à la ruse. Et entendons-nous. Lorsque nous parlons de guerre, peut-être pensez-vous à des guerres lointaines, avec des fusils et des morts. Mais nous parlons d'ici et de maintenant. Nous ne sommes plus dans le combat militant, celui des grandes manifestations, des bagarres à 100 personnes et des batailles pour des territoires. Nous sommes entrés dans le combat des catacombes, celui des coups tordus, où nous sommes en permanence derrière les lignes ennemies. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Notre ennemi est partout. État injuste et totalisant, voire totalitaire, immigration galopante, économie érigée au rang de religion. Nous vivons en permanence en territoire ennemi, et nous n'avons plus une zone sûre pour nous retrancher. C'est pourquoi le modèle du partisan s'impose à nous. Le partisan est un être mobile, autonome et complet, libre. Il est capable de travailler seul ou en groupe, et est doté d'une vivacité d'esprit qui lui permet d'appréhender au plus vite le meilleur à tirer d'une situation donnée. Il est capable de donner 10 coups pour un coup reçu, de rester atone pendant de longs mois et de soudain s'agiter et réussir un coup lorsque l'occasion se présente. Le partisan ne compte pas, ne se vante pas, travaille dans l'ombre et n'aime pas la lumière. Sa plus grande fierté, c'est quand une des niches qu'il a montée est revendiquée par d'autres. Combien sont-ils? Personne ne le sait vraiment, et lui-même ne le sait pas. Parfois, il est des partisans à un coup, qui seront là pour une opération et qui ne serviront plus jamais, et des partisans professionnels qui seront de toutes les aventures. Ses références et ses héros ont pour nom Pierre Nord, le colonel Rémy, Galloula au château Jobert. Ses équipes de prédilection sont plus dans le 2e bureau à Londres que dans la Charlemagne à Berlin, plus dans les Aurès à intoxiquer les Félagas qu'à Alger à nettoyer la Casbah. La subversion est devenue pour lui une seconde nature. Alerte, il connaît ses adversaires mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Il peut parler leur langage, utiliser leur code et dire à leur place ce qu'ils n'osent pas formuler. Il est plus foulard rouge que les foulards rouges, plus féministe que les féministes, plus macroniste que les macronistes. Il est partout et il est nulle part, et comme pour les armées d'occupation de Napoléon à Hitler, il doit être la terreur de l'occupant, semant le chaos derrière les lignes et créant le doute et la réserve chez l'ensemble de ses adversaires. Le partisan doit être notre modèle de combat. Retour dans la cité éternelle pour notre point culture. L'acier rencontre l'acier. Deux gladiateurs s'affrontent sous le regard de plus de 60 000 spectateurs romains. L'écho du choc des armes résonne depuis plusieurs heures dans le Colisée, et aucun des deux combattants ne semble prendre le dessus sur l'autre. Ils sont en nage, éreintés, peinent à soulever leurs armes, mais aucun d'eux ne songe à capituler. Du haut de sa loge, l'empereur les regarde. Ces deux hommes sont des amis de longue date et les meilleurs gladiateurs de leur temps. Depuis longtemps, la plèbe attendait ce combat avec impatience pour voir lequel des deux était le meilleur. Soudain, l'empereur se lève. Stantes missi. Le combat cesse. Les deux gladiateurs sont reconnus de même valeur et épargnés en raison de leur courage. La foule éclate de joie et salue l'empereur pour son geste magnanime. Tous ceux qui seront jetés dans l'arène n'auront pas la chance d'être épargnés ainsi. Si les jeux du cirque se déroulaient sur du sable, c'est parce que celui-ci absorbe très bien le sang. Nous sommes en l'an 80. L'empereur Titus a décrété que le Colisée, dont la construction vient d'être achevée, serait inauguré par plus de 100 jours de jeu. Entre l'an 80 et l'an 404, plus d'1 million d'hommes périront sur le sable du Colisée. Une journée au Colisée commençait par des combats animaliers le matin. Ramenés des confins de l'Empire, des lions, tigres, rhinocéros, autruches, éléphants, taureaux et autres joyeusetés s'affrontaient dans un décor reconstituant leur milieu naturel. Des combattants pouvaient également affronter ces monstres venus d'ailleurs, et l'empereur Commode lui-même, celui du film Gladiator, n'hésitait pas à écorcher des lions devant la foule pour gagner quelques points de popularité. À midi, les riches romains allaient se rafraîchir dans les villas alentours et sur le mont Palatin tout à côté. Les autres spectateurs restaient sur place, où leur était distribué du pain et à boire. Pour ne pas qu'ils s'ennuient, les condamnés à mort étaient amenés dans l'arène.
Ils pouvaient au choix être dévorés par des fauves ou exécutés à la façon d'un conte antique. Par exemple, pour symboliser la chute d'Icare, un condamné pouvait être lâché d'un point très haut avec des ailes dans le dos. Show must go on. Venait enfin l'après-midi tant attendu. Le clou du spectacle. Les combats de gladiateurs. Les gladiateurs sont en général des esclaves surentraînés et valant très cher. D'autres, moins nombreux, sont des hommes libres en quête de gloire et de fortune. Car les combats rapportent beaucoup, énormément. Les gladiateurs sont des footballeurs d'aujourd'hui, de véritables stars que les Romains adulent. Certains vont même jusqu'à acheter des fioles contenant la sueur de leurs héros, et les femmes les plus aisées peuvent payer une fortune pour partager une nuit avec l'un d'eux. Les meilleurs gladiateurs peuvent avoir une véritable vie de famille, des esclaves à leur service, et, en fin de carrière, obtenir leur liberté. L'usage, dans la plupart des combats, est de ne pas tuer son adversaire, sauf si le spectacle prévoit qu'aucune reddition n'est possible. Les duels doivent avant tout être spectaculaires. Les gladiateurs sont presque des catcheurs assurant un show. En règle générale, lorsqu'un gladiateur veut cesser le combat, il pose un genou à terre et ôte son casque. La foule crie alors « Jugulare, jugulare !» Le perdant doit présenter sa jugulaire à son adversaire. Celui-ci attend la décision de l'empereur ou de son représentant dans l'arène, qui décide d'épargner ou non le gladiateur. Des combats beaucoup plus sanglants pouvaient avoir lieu. Il était ainsi d'usage de vider les prisons en organisant des reconstitutions de batailles terrestres ou même navales. Des petites galères étaient construites et la scène du Colisée remplie d'eau grâce aux canalisations en sous-sol. Les jeux du Colisée seront la cible des critiques des premiers chrétiens. Ils incarnent à leurs yeux l'aberration de la société païenne qui se divertit de la mort d'autrui. Symbole de la christianisation de l'Empire romain, les combats de gladiateurs seront interdits en 404 et les combats d'animaux en 523. Aujourd'hui, nous ne visitons pas une ville, quoique. Lorsque vous sortez de la belle et giboyeuse forêt de Compiègne, au détour d'une route sinueuse, un château surgit de nulle part. Ce château est celui de Pierrefonds, monstre de pierre qui domine un petit bourg installé au bord d'un petit lac. Encore un monument qui a été revisité par Viollet-le-Duc. En effet, cette étonnante forteresse, datant de la fin du XIVe siècle, a été sauvée par lui de la ruine. Voici le rapide état des lieux des différents proprios. Ce château fut donné par Charles VI à son frère Louis d'Orléans. Il fut ensuite racheté par Henri IV, et ensuite beaucoup plus tard par Napoléon Ier, pour finalement arriver entre les mains de Napoléon III, qui confie sa restauration au grand architecte. Commençons la visite. Chaque tour de défense mesure environ 38 mètres de haut, et est orné de la statue d'un preux logé dans une niche. Laissez-moi vous les énumérer. Artus, Alexandre, Godefroy de Bouillon, Josué, Hector, Judas le Maccabée, Charlemagne et enfin César. C'est par un double pont-levis et un châtelet qu'on accède à la cour d'honneur. Ce château a aussi bien sûr une fonction utilitaire. Il y a donc un donjon avec les appartements impériaux, où tout est décoré par les soins de Viollet-le-Duc. Vous l'aurez deviné, sans prétention, la chambre impériale se trouve dans la tour César. Viollet-le-Duc, comme pour sa flèche à Notre-Dame de Paris, a été critiqué pour sa reconstruction du château de Pierrefonds. C'est en effet un château fort revisité, ont-ils dit, que nous pouvons contempler aujourd'hui. Son œuvre a été critiquée comme étant davantage le fruit de l'imagination de l'architecte que celui des données archéologiques authentiques. Cependant, tout de l'extérieur avec ses tours, son donjon, ses courtines, et à l'intérieur avec l'emplacement des salles et leurs décorations, s'inspire de ce qu'était avant le château. Viollet-le-Duc impose donc sa libre interprétation de l'époque médiévale qu'il pimente avec son inventivité exceptionnelle. Le résultat esthétique est là. Cette conclusion peut aussi s'appliquer au chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Viollet-le-Duc a su puiser dans les sources fécondes du Moyen-Âge pour reconstruire Pierrefonds et d'autres monuments. Cette inspiration, ressortant d'une étude approfondie et consciencieuse du Moyen-Âge, permet aussi de chasser loin de nous toutes les conceptions hétérogènes qui, en ce qui nous concerne, n'ont rien de français. Cette intelligence humaine, appliquée à la conservation des richesses monumentales que nous possédons si nombreuses encore, nous garantirait au moins la conservation intacte,
ou la réhabilitation complète et raisonnée des types d'art. Il ne faut pas en fait qu'il y ait un déséquilibre entre l'essence du bâtiment et l'ego de celui qui restaure. Celui qui restaure peut prendre certaines libertés, certes, à partir du moment où il a intégré la substantifique moelle et l'histoire du bâtiment qu'il restaure. Dans le cas de Pierrefonds, la touche personnelle de Viollet-le-Duc est de s'intégrer dans la chapelle, dans laquelle il se représente sur le portail d'entrée sous les traits de Jacques le Majeur. Laissez-vous tenter et surprendre par le grand château de Pierrefonds et sa forêt environnante. Le sujet littérature du jour aurait pu être abordé dans la chronique cinéma. Il concerne une activité que vous pouvez pratiquer somme toute assez facilement en confinement, seul ou en groupe. Fight Club. Vous connaissez tous le film de David Fincher sorti en 1999 avec Brad Pitt et Edward Norton. Ce manifeste d'une jeunesse perdue entre consumérisme et crise économique, d'une jeunesse en quête de sens et résolument anti-moderne. Ce film est l'adaptation du roman de Chuck Palahniuk, sorti en 1996. Le film est excellent et je vous le recommande, mais je vous conseille aussi de lire le livre pour suivre au plus près les aventures de Tyler Durden. Écoutons-le. Mes lèvres s'engluent de sang, de plus en plus, à mesure que j'essaie d'en lécher l'hémoglobine, et lorsque les lumières se rallumeront, je me tournerai vers les consultants, Hélène et Walter, Norbert et Linda de chez Microsoft, et je dirai « Merci d'être venus », la bouche brillante de sang, et le sang en train de s'insinuer dans les espaces entre mes dents. On peut avaler de l'ordre d'un demi-litre de sang avant d'être malade. Le Fight Club, c'est demain, et je ne vais pas rater le Fight Club. Avant la présentation, Walter de chez Microsoft m'offre un sourire modèle mâchoire pelleteuse mécanique, allé jusqu'à atteindre la couleur de pommes de terre chips passées au barbecue. Walter, à la chevalière blason, me serre la main, l'enveloppe de sa main lisse et molle, et dit « Je détesterais voir ce qui est arrivé à l'autre mec ». La première règle du Fight Club, c'est qu'il est interdit de parler du Fight Club. J'ai dit à Walter que j'étais tombé. Je me suis fait ça tout seul. Avant la présentation, assis que j'étais face à mon patron, à lui préciser le détail du montage diapo avec les correspondances de chaque cliché dans le script et le moment où j'avais l'intention d'insérer la séquence vidéo, mon patron me dit « Dans quel pétrin allez-vous vous fourrer tous les week-ends ?»« C'est juste que je ne veux pas mourir sans quelques cicatrices, dis-je. Cela ne suffit plus d'avoir un beau corps d'origine. Ce n'est plus rien. Quand on voit toutes ces voitures d'origine absolument vierges de toute égratignure droit sorties d'un hall d'exposition en 1955, moi je me dis « Quel gâchis !» La deuxième règle du Fight Club, c'est qu'il est interdit de parler du Fight Club. Peut-être qu'au moment du déjeuner, le serveur va s'approcher de votre table et le serveur aura les deux yeux au beurre noir d'un panda géant, reste du Fight Club de la semaine dernière, au cours duquel vous l'avez vu, la tête prise en étau entre le sol en béton et le genou d'un magasinier de 200 livres, lequel n'arrêtait pas de marteler du poing l'arête du nez du serveur. Encore et encore, comme un ballot qu'on bourre, à grands coups puissants dont le bruit monotone et répété se faisait entendre par-dessus des hurlements, jusqu'à ce que le serveur retrouve assez de souffle et crache le sang pour dire stop. Vous ne dites rien du tout, parce que le Fight Club n'existe que dans le laps de temps qui sépare le début du Fight Club et la fin du Fight Club. Vous avez vu le môme qui travaille à la photocopieuse il y a un mois de ça. Vous avez vu ce môme, incapable de se rappeler qu'il faut poinçonner une demande de copie de ses 3 trous ou placer des bandes de couleurs entre les paquets de photocopies. Mais ce môme a été un dieu, 10 minutes durant, quand vous l'avez vu étaler d'un coup de pied un responsable de compte client 2 fois comme lui, avant d'atterrir sur le bonhomme, et le rouer de coups, en le réduisant à l'état de loque, jusqu'à ce que le môme soit forcé d'arrêter. C'est là la troisième règle du Fight Club. Quand quelqu'un dit stop, ou qu'il n'est plus qu'une chiffre, même s'il fait semblant et rien d'autre, le combat est terminé. Et chaque fois que vous voyez ce gamin, vous ne pouvez pas lui dire quel superbe combat il a fait. Et nous passons maintenant à l'éphéméride. Éphéméride du 8 avril. Lassé de la tumulte parisienne et poussé par ses envies de mise au vert, Louis XIII achète la seigneurie de Versailles le 8 avril 1632. Il s'acquitte ainsi de la somme de 66 000 livres auprès de Jean-François de Gondi et devient propriétaire d'un magnifique terrain de 350 hectares. Sujet à l'agoraphobie, c'est vrai que ça fait un peu peur les araignées, Louis XIII s'y fera construire un pavillon de chasse pour ses RTT et confinements forcés. Ce n'est que 30 ans après que le rejeton de ce dernier en fera le plus beau palais d'Europe. Voir Versailles et mourir. Oui, mourir d'overdose, bouche bourgeoise, de pantalon rose, col relevé et scout en culotte de peau. Voilà ce qu'il reste de l'expérience royale à Versailles, un amour pour les nippes douteuses et la passion du sang bleu. On en parle assez rarement dans cette éphéméride,
Mais le village mondialisé a depuis quelque temps la passion des journées internationales. La première fut la Journée internationale des droits de l'homme en 1950. Le concept s'est depuis systématisé, tant et si bien que nous avons aujourd'hui des journées telles que celle du câlin, de l'Holocauste et de la plomberie. Mais le 8 avril, c'est la Journée internationale des Roms, et du coup, même si nous n'avons pas vérifié, il y a fort à parier que demain sera celle de la pénurie du cuivre. En parlant de peuple nomade, nous allons nous attarder un peu sur un homme né le 8 avril 1336. Timur Lenk, ou Tamerlan pour nous les Européens, surnommé le Boiteux, fut le fondateur de ce que certains historiens nommèrent le Second Empire mongol. Ce guerrier turco-mongol, né dans l'actuel Ouzbékistan, fut l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Étant musulman et ne descendant pas directement de la lignée de Gengis Khan, il ne prit pas directement le titre de Khan, mais celui d'émir. Par le biais d'alliances maritales et de bons coups de ménage, massacre, il s'allia avec les Djagataïdes et s'inscrit ainsi dans l'arbre généalogique du Grand Khan, ce qui lui conférera la légitimité auprès des Mongols. Durant son règne de 35 ans, il conquit et asservit de nombreux peuples et territoires, allant de la Chine à la Turquie en passant par l'Inde et par l'Irak. Il poussa même, à un moment donné, jusqu'à Moscou afin de détruire ses anciens alliés de la Horde d'Or, horde originelle mongole, qu'il avait trahi. Protecteur des arts et arborant un drapeau au symbole de paix, Tamerlan n'était que justice et amour. Partout où il passait, les villes se redressaient et prospéraient. Non, en fait, c'est pas forcément vrai. Certains historiens appellent la période de son apogée la catastrophe timouride. Les estimations vont jusqu'à 17 millions de morts, soit 5% de la population mondiale d'alors. Intéressé seulement par la conquête, il ne mit jamais en place d'administration impériale, et lorsqu'à sa mort ses descendants héritèrent de son empire, il se décomposa aussi rapidement qu'il fut constitué. Et les derniers représentants de l'Empire se réfugièrent au Moyen-Orient. Joyeux anniversaire Tamerlan, petit ange parti trop tôt. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et de nous rester fidèles. N'hésitez pas à partager cette émission si vous l'avez appréciée. Je vous dis à demain et je vous laisse sur la blague du jour. Dans un tribunal, un juge demande à un suspect: vous n'avez rien ressenti lorsque vous avez coupé votre femme en morceaux avant de la mettre à cuire? Si, à un moment je me suis mise à pleurer. Ah, quand même. Et à quel moment? Quand j'ai coupé les oignons.